pense qu'on peut commencer. Merci à toutes et à tous d'être venus à cette petite conf. Alors, on est dimanche matin. Je vous avoue que vous êtes bien courageux pour venir à une conf aussitôt. Moi, à cette heure-là, généralement, je commence mon petit déjeuner. Ouais, on va parler lors de cette conf, bon, comme le titre l'indique, hein, d'un petit peu de politique, en lien avec un sujet bon, que beaucoup de gens ici connaissent, hein, le libre évidemment. Mais un autre sujet qu'on va un peu aborder, c'est aussi le scepticisme scientifique. Je me présente vite fait, ainsi que mon association. Ce n'est pas totalement l'objet de la conf, mais je pense que c'est important. Moi, je suis Florent. Je suis membre d'une association qui s'appelle Skepticon. Skepticon, c'est une plateforme vidéo utilisant Peertube qui diffuse des contenus en lien avec le scepticisme scientifique, l'esprit critique et la méthodologie scientifique. Et bon, on va poser un petit peu le contexte. Hein, du coup, c'est pas forcément totalement joyeux. Pardon, excusez-moi. J'ai envie quand même de commencer par quelques petites définitions, même si c'est peut-être un peu barbant. La première, c'est celle de la politique. Qu'est-ce qu'on entend derrière, en fait? J'ai pris cette définition issue du Wiktionnaire. La définition, c'est, selon cette source, l'ensemble des actions et décisions déterminant les règles de l'ensemble d'une société par les pouvoirs publics. Moi, j'ai envie de reformuler un peu ainsi, c'est si on parle politique, c'est parler un petit peu des règles qu'on veut mettre en place pour faire société. Et je fais une distinction avec ce qu'on appelle le partisanisme. Le partisanisme, alors c'est une définition que je vous propose, je n'ai pas trouvé de définition qui m'allait totalement, c'est certainement critiquable, mais je propose comme définition une adhésion à la doctrine d'un parti. Je tiens à le dire, parce que j'ai vu beaucoup de gens dire être en réalité apolitique, mais pour moi ça ne fait pas sens. C'est comme un petit peu une personne qui est déconnectée du monde. Un, deux. Ah, ça marche. C'est un peu comme être un peu déconnecté du monde. Ça veut dire, entre guillemets, ne pas avoir d'opinion en fait, sur tout ce qui se passe, sur toutes les décisions qui sont prises. Et je vois mal en fait comment on peut être apolitique en réalité. Apartisan, ça paraît beaucoup plus clair. Et pour ainsi dire, l'association dont je fais partie, Skepticon, elle est apartisane. On se refuse, officiellement en tout cas, en tant que collectif, d'adhérer à un parti, à une doctrine d'un parti. Les membres, eux, peuvent adhérer à un parti, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il y en a qui le sont. Mais en tant que collectif, on se le refuse. Et on fait vraiment cette distinction parce que ça nous paraît vraiment important, parce qu'on a vraiment un projet politique derrière. Et puisqu'on parle de politique, bon, bah, je pense, vous avez vu quand même les dernières actualités, que moi je dirais pas très réjouissantes. Ça a commencé un petit peu avec certaines élections européennes en 2024, et ça sentait pas bon, et ça s'est confirmé. Il y a eu les résultats qui ont été annoncés, le Rassemblement national, un parti d'extrême droite, j'espère que ça ne fait pas trop débat, mais sinon on pourra en discuter, et le parti Reconquête, qui cumulés font 37%. Plus d'un tiers des voix exprimées pour l'extrême droite. Et dans la foulée, on a eu une dissolution de l'Assemblée nationale, assez peu compréhensible, hein, à l'annonce de ces résultats en plus, qui a eu lieu en catastrophe des élections législatives et un premier tour, peu réjouissant encore, hein, qui confirmait les résultats des élections européennes, et puis ça. Alors, là, je ne sais pas si on arrive tous à voir, mais ici, c'est la part de voix, de sièges dédiés au Rassemblement national. Au milieu, là, c'est Ensemble, les Républicains ici, donc la droite, ce qu'on appelle le centre. Bon, j'ai tendance à penser aussi que c'est de droite. Et ici, le Nouveau Front populaire, qui est
une coalition de gauche, j'ai envie de dire salutaire par rapport à tout ce qui s'est passé. Sinon, on aurait pu avoir... Ouais, ça c'était mal barré pour, pour faire barrage au Rassemblement national. Et bizarrement, même si c'était un peu, on va dire, incongru, bah, il y a eu un petit soulagement. Le Rassemblement national a fait peut-être presque d'un tiers des voix, mais on avait vraiment peur qu'il fasse une majorité relative, possiblement absolue, donc accède au pouvoir et à poste, qui est Jordan Bardella qui accède au poste de Premier ministre. Un petit soulagement, sachant bien que c'était pas non plus la fin d'un combat, on va dire, pour en tout cas des personnes comme moi et même au sein du collectif Skepticon, de l'association, on était globalement très effrayés de ce qui se passait. Mais on était en juillet. Par la suite, il y a eu l'élection, enfin plutôt des tractations pour nommer un Premier ministre. Et bon, contrairement à l'usage, ça a été un Premier ministre nommé d'un parti extrêmement minoritaire. Hein. Oh, pardon, j'ai spoilé. Voilà, donc issu des Républicains. Alors les Républicains, pour info, qui ont refusé de suivre le barrage républicain. Alors, pardon, je reprends. Hein. Un Premier ministre issu du Parti des Républicains qui a refusé de faire un barrage républicain. Je ne sais pas vous, mais moi, pour moi, c'est comme dissonant, ça a quelque chose de problématique en moi. Mais voilà, là, on était en septembre, et puis, paf. J'ai dit paf. Nous voilà en novembre, et on a un président de la République des États-Unis qui est réélu purement d'extrême droite, avec des pensées extrêmement complotistes, une pensée raciste, xénophobe, tout ce qu'on veut. Et là, j'avoue que c'est arrivé au moment où, en plus, je m'apprêtais à préparer mes slides. Je ne vous cache pas, c'était un peu compliqué pour moi de travailler mes slides pendant ce temps-là. J'ai fait une petite pause pour me dire, bon, bah, je vais essayer d'assimiler et de passer outre ce qui s'est passé. Voilà, c'est dans ce contexte un peu réjouissant que... Bah oui, je vous souhaite la bienvenue dans cette conf où on va parler un petit peu de politique en lien avec le logiciel libre. Ouais. Et comme j'aime bien les définitions, alors on est au Capitole du livre, je ne vais pas vous bassiner avec les 4 libertés fondamentales, exactement tout ce que ça implique le logiciel libre, mais quand même un truc important qui me semble essentiel à assimiler, c'est que le logiciel libre a cette vertu de vouloir émanciper les usagers et les usagères de leur environnement numérique. J'espère qu'il n'y a personne ici qui croit que le logiciel libre est un logiciel élevé en plein air. Voilà. Alors, une petite slide. Est-ce que le libre est gratuit? Non, évidemment. Alors, gratuit n'est pas libre, hein, clairement. Bon, il y a tout un débat. On préfère toute une dissertation sur la question de la gratuité, du travail gratuit, de ce que tout ça représente, et également, oui, ok. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en tout cas, ça s'écarte du modèle purement marchand. Et du coup, en s'écartant du modèle purement marchand, je trouve, bah, ça donne des possibilités assez dingues. C'est une fonctionnalité, pour moi, du logiciel libre intrinsèque. Il y a des sujets qui, au sein de la communauté du libre, donnent la possibilité de creuser des questions que les logiciels marchands ne se posent pas. Par exemple, ici, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est possible de réutiliser des vieilles machines pour donner une seconde vie. Les machines, les ordinateurs qui polluent, qui extraient des minéraux, tout ce qu'on connaît de problématiques pour l'environnement, eh ben, le logiciel libre donne une part de solution à cette problématique. Alors, pour les ministres dans la salle, non, je ne ferai pas de blague sur Emacs. Là, le système d'exploitation, c'est bien Fedora. Mais aussi des
d'autres possibilités, hein, c'est la collaboration. Alors, pour les gens qui ne situent pas, ça, c'est la mascotte, le poulpe, hein, c'est la mascotte de Peertube. Et là, l'éléphant, en fait, le mammouth, c'est la mascotte de Mastodon. Qu'est-ce que c'est que sont ces solutions-là? Mastodon, c'est une alternative libre à Twitter. Peertube est une alternative libre à YouTube. Et libre, mais surtout, et ça c'est le point essentiel, décentralisé. La problématique que se posaient ces personnes quand elles ont conçu le logiciel, c'était de dire comment on fait pour que ces solutions puissent communiquer entre elles. C'est-à-dire, notre asso, par exemple, Skepticon, on a un site Peertube, on a d'autres sites Peertube qui existent, ça ne sert à rien de les isoler les unes des autres. Donc il y a la notion de fédération, donc en fait le fait que des sites Peertube affichent des vidéos d'autres sites Peertube qui se posent. Mastodon, c'est pareil, c'est un réseau social qui discute entre différents réseaux sociaux Mastodon, ou Pleroma d'ailleurs pour les personnes qui connaîtraient. Mais bref, le point c'est vraiment la décentralisation, mais en s'interconnectant, ne pas isoler les instances. Et pour ça, les deux solutions utilisent le protocole ActivityPub, qui est un standard qui a été créé. 1, 2, 3, ouais, qui a été créé spécifiquement pour ça. Et comme ils parlent la même langue, il y a un cas d'usage que je trouve assez phénoménal et que j'aurais jamais envisagé, c'est le fait qu'on puisse, depuis Mastodon, liker, s'abonner à une chaîne et commenter sous une vidéo Peertube. Je la refais. Hein. C'est comme si, avec les logiciels propriétaires, depuis Twitter ou Facebook, on voyait les vidéos directement sur ces plateformes, pas de liens partagés, etc., mais qu'on puisse directement aimer une vidéo et commenter sous une vidéo qui apparaîtrait sous la vidéo YouTube. Alors évidemment, c'est une utopie qui n'arrivera jamais avec le modèle marchand de YouTube et de Twitter, sauf vaguement hein, si le propriétaire de Twitter, Elon Musk, dont vous avez peut-être entendu parler durant cette campagne américaine, rachetait YouTube. Ouais, enfin bon, on va écarter cette hypothèse-là, c'est pas très réjouissant non plus d'envisager ça, mais en tout cas, c'est comme si c'était possible, mais ça n'arrivera jamais, je pense, espérons. Mais avec Peertube et Mastodon, cela est totalement envisageable. Le point, c'est que, avec les 4 libertés fondamentales, évidemment, les formats et protocoles ouverts, il y a des possibilités inenvisageables qui ont émergé grâce, en fait, à tout ça. Et j'ai envie de dire, je vais insister là-dessus, grâce à l'effort de la communauté. Grâce à une collaboration qui a eu cours. Voilà pour la partie logiciel libre, tout ce qu'on peut voir comme vertu autour du logiciel libre. Je vais parler un petit peu du scepticisme, qui est l'autre versant de la conférence. Et promis, on revient à la question du logiciel libre après. Alors, le scepticisme, vous allez me dire, c'est quoi le rapport hein? Mais je vous assure, il y a un rapport. C'est une philosophie qui consiste à dire, je prends la définition de Bertrand Russell et je la commenterai ensuite, qui consiste à ne rien admettre sans preuve et suspendre son jugement tant que la preuve fait défaut. Bon, suspendre son jugement, ça consiste surtout à dire, bon, c'est peut-être vrai, mais en attendant, je ne veux pas croire. La définition est très imparfaite, je dois admettre. Ça donne un aperçu, en tout cas, de ce qu'on peut envisager comme le scepticisme. Et mon point, c'est qu'il y a un truc important en fait, dans cette définition et que j'ai envie de vous partager, c'est la deuxième partie de la définition. Suspendre son jugement tant que la preuve fait défaut, ça veut dire faire preuve aussi d'humilité intellectuelle et d'ouverture d'esprit. Et contrairement à ce qu'on dit dans le langage courant, en tout cas, moi, je fais une distinction avec ce qu'on appelle l'incrédulité. L'incrédulité, c'est l'état d'une personne qui se laisse difficilement persuader croire. La personne qui fait preuve de scepticisme, face à des éléments
probant, convaincant, admettra un fait. Une personne incrédule refusera, sera butée pour admettre un fait. Je prends un exemple, j'espère que tout le monde ici admet la sphéricité de la Terre. C'est quelque chose qui existe, contrairement à ce qu'on pense, qui a été démontré depuis au minimum l'Antiquité. La première démonstration a été faite par Aristote. Et il y a des personnes incrédules qui croient en la Terre plate, avec un modèle qui est des fois extrêmement complexe pour expliquer les phénomènes qu'on voit sur Terre, en fait. Ce n'est pas des personnes sceptiques, ces personnes-là. La personne sceptique admettra relativement bien la sphéricité de la Terre. Pardon, on y revient. Et moi, je pose la question, est-ce qu'on peut faire preuve de scepticisme tout le temps? Alors, par analogie, pour les libristes que vous êtes, est-ce que vous étudiez chaque logiciel dont vous installez les mises à jour? Si vous le faites, vous êtes vraiment des... J'aimerais discuter avec vous de savoir comment vous faites et comment vous organisez. C'est quelque chose qui doit être extrêmement passionnant. Mais je pense que la plupart d'entre vous, comme moi, ne le faites pas. On doit faire confiance au bout d'un moment. Ce que je veux dire par là, c'est que se croire sceptique en tout temps, ne pas croire qu'on a des croyances, c'est en soi une croyance extrêmement dangereuse. Je pense, hein. Je partage cette réflexion-là. Et si je vous parle aussi de scepticisme, alors vous avez peut-être entendu parler également de la zététique, je fais une petite parenthèse, qui est une application du scepticisme scientifique dédiée aux phénomènes réputés paranormaux, aux parasciences, aux paramédecines. C'est un exercice assez intéressant, c'est le but de la zététique, en tout cas dans sa définition originelle, c'est celle d'avoir ce prétexte pour étudier la méthode scientifique, justement, dans un contexte plutôt cool. Hein. Les personnes, finalement, scientifiques voient des prétentions qui sont un peu bizarres et se disent « Non, mais ça ne marche pas, enfin, arrêtons », et ne sont pas payées pour faire ça. Les personnes qui pratiquent la zététique, elles, se disent « Ok, mettons, on va étudier ça, on se pose autour d'une table, on va mettre en place un protocole qui pourrait mettre en évidence, en fait, ces parasciences ou ces paramédecines, montrer que ça marche effectivement correctement bien. Et tant pis si ça, en fait, réfute une quelconque efficacité d'une paramédecine ou l'existence d'une prétention paranormale, etc. Et en fait, c'est vraiment, on va dire, un moyen d'éducation populaire pour parler un peu de science pour des gens. Je parle principalement de la zététique de terrain quand je fais ça. Et là, je vous partage en fait une petite image d'un vidéaste du nom de Hygiène Mentale que vous pouvez retrouver sur Skepticon, justement. Hygiène Mentale qui d'abord fait des conférences autour de ça, mais propose en fait d'utiliser la zététique comme, on va dire, comment je pourrais le formuler, excusez-moi, un moyen de pouvoir aussi transposer à d'autres sujets. Finalement, d'utiliser la méthode scientifique, d'utiliser cette posture que propose la zététique sur tout un tas d'autres sujets qui sont en dehors des parasciences, etc. Et par exemple, au hasard aussi, poser la question de la justice sociale. Et ouais, une petite aparté aussi, parce que je vous ai promis, on revenait sur le logiciel libre. Et là, vous allez me dire, mais en fait, c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est le suivant, je vous avais dit tout à l'heure. Est-ce que vous étudiez chaque paquet dont vous faites les mises à jour, etc. Et le sceptique aussi souhaite avoir la preuve de la prétention qu'on lui fournit. Vous, en tant que libriste, vous voulez être en mesure, malgré tout, de pouvoir regarder le code source, de pouvoir l'étudier. Notamment, hein, il y a d'autres sujets, on y reviendra. Et pour moi, cette, on va dire, exigence de source est un point commun assez essentiel en fait, entre ces deux pratiques, ces deux mouvements. Alors, je donne
comment dire, petite vision un peu idyllique du scepticisme. Malheureusement, peut-être pour les gens qui suivent un peu les réseaux sociaux, il y a quand même quelques personnes qui se disent sceptiques et qui utilisent ça un peu comme un outil de domination que moi, j'aime pas trop en tout cas. Les sceptiques sont très bons pour aller apprendre en fait ce qu'on appelle les arguments fallacieux, donc pour faire court, des erreurs de raisonnement assez courants, assez communs. Le problème, c'est qu'ils ne se posent pas forcément la question à qui ils s'adressent quand ils utilisent ça, et aussi si c'est vraiment le cas, ou s'ils ne font pas forcément preuve de charité intellectuelle vis-à-vis des personnes avec qui ils discutent. Pire, c'est quand c'est en fait ils pointent de faux arguments, ils font un argument fallacieux en pointant un argument fallacieux. Ça arrive fréquemment en plus. Il faut savoir aussi que le scepticisme, c'est mon point aussi, c'est qu'en réalité, ça intéresse beaucoup de personnes, une certaine catégorie de la population, généralement des hommes blancs avec un certain degré d'instruction, typiquement des ingénieurs. En fait, ce persona, c'est un peu la personne qui est sur scène en réalité. Donc, bon, il faut toujours un peu se poser la question en tant que sceptique de là où on est, de là où on se place en fait, malgré tout. Pas qu'en face, ils ont des bons arguments. Hein. Pas dire parce que telle personne est opprimée, elle a de bons arguments. Mais se poser la question de qu'est-ce qu'on fait en fait de l'argument que cette personne a. Est-ce qu'on ne peut pas faire preuve aussi de charité intellectuelle sur ce plan et finalement, pourquoi on n'orienterait pas plutôt cette analyse qu'on a, cette analyse des arguments erronés, des arguments fallacieux, plutôt dans les classes supérieures et par exemple dans la classe politique. Et voilà. Donc finalement, on voit qu'il y a quand même, vous voyez un peu en filigrane, hein, que le logiciel libre, le scepticisme, il y a aussi un petit aspect politique autour, l'air de rien. Et justement, je voulais parler un petit peu de nécessité d'action politique pour, par exemple, lutter contre l'extrême droite. C'est vachement intéressant, en fait, on peut se dire, le scepticisme en particulier. Mais bon, je vous propose de discuter un petit peu de tout ce que permet, en fait, le scepticisme et le logiciel libre. En commençant par le scepticisme, est-ce que vous avez déjà essayé, vous, de discuter avec une personne avec un raisonnement complotiste ou des idées d'extrême droite au hasard? C'est compliqué. Et essayer d'avoir un débat contradictoire avec ces personnes, ouf. Ouais, on est d'accord, hein. Alors, j'ai pas forcément d'études à vous proposer, mais moi, ce que j'ai pu analyser, c'est que généralement, c'est plutôt le foisonnement d'arguments, peu importe s'ils sont vrais ou faux, qui font qu'elles ont raison de penser ce qu'elles pensent. Ce qui est quand même un raisonnement assez dangereux. Le scepticisme, en l'occurrence, ça prend beaucoup de temps, enfin, nécessite de prendre beaucoup de temps pour analyser un fait et une preuve. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est intéressant, mais limité. Et là, j'en reviens à l'extrême droite. Alors, je vais vous décrire l'image. Hein. Peut-être elle est un peu petite, mais vous voyez une fresque montrant Donald Trump avec une bouteille de Javel en train de dire « cheers », donc « santé ». Je ne sais pas si ça vous parle, hein. C'était lors du précédent mandat où Donald Trump, lors de la crise du Covid, en plein milieu, hein, là où ça faisait des centaines de milliers de morts en plus aux États-Unis, en fait, disait en fait, pour guérir de Covid, il suffit juste de boire de la Javel. Enfin bon, j'espère que tout le monde ici figure bien que boire de la Javel, ça fait clairement pas du bien, c'est extrêmement dangereux, ça vous mène directement à l'hôpital. Et là où je veux en venir, c'est que deux choses. Premièrement, c'est un moyen de se défausser de toute action sanitaire qu'aurait pu mettre en place Donald Trump, de prévention du Covid. Il l'a pas fait, il y a eu des conséquences, comme conséquence des centaines de milliers de morts. Mais en plus, ça n'a pas empêché d'être réélu. Je veux dire, Donald Trump, on pourrait faire la liste de tout ce qu'il a fait, qui est ignoble, immonde, tout ce qu'on veut.
et de stupide. Si on isole juste cette séquence-là, où il nous dit « buvez de la javel pour guérir du Covid », en tout cas, en ce qui me concerne, ça aurait dû le discréditer immédiatement. Si j'avais encore un doute pour savoir quel bulletin mettre, mettons, en toute logique, je me dirais « mais ce type est dangereux et c'est stupide ». On est là, on a une accumulation de trucs absolument immondes et ignobles, comme je vous ai dit, qu'a fait Donald Trump. Il a été réélu. Tout ça pour vous dire que, en fait, ça ne sert à rien. L'extrême droite se fout complètement des faits. C'est quelque chose qui est assez asymétrique. Je vous partage en dessous, en fait, quelques références. C'est un article du Cortex, donc un collectif de chercheurs transdisciplinaires qui est membre de l'association Skepticon et que je vous recommande de lire spécifiquement. Ça étaye non seulement cette slide, mais va vous donner, si vous voulez aller creuser le sujet, un axe assez complémentaire de ce que je vous propose lors de cette conférence. En l'occurrence, il s'alarme, c'était un article qui a eu lieu juste avant les élections législatives, et il s'alarmait des conséquences que pouvait avoir l'extrême droite dans un régime que pouvait avoir comme conséquence un régime d'extrême droite sur l'esprit critique des personnes, à la fois des citoyens, mais aussi des personnes qui étudieraient sous un tel régime. Alors, une autre question, parce que je peux le voir aussi, c'est est-ce qu'on peut faire une analyse psychologique des personnes d'extrême droite? Alors, bon, tout un tas de sujets. Je prends un exemple extrêmement clivant et extrême dans l'histoire, c'est le régime nazi. Là, ce que vous voyez, c'est une photo du procès de Nuremberg de 1945. Un truc que voulaient savoir les Alliés, c'était avoir un profil psychologique des personnes inculpées. Et notamment, je ne sais pas si vous voyez ici, cette personne-là, c'est Hermann Göring. C'est un des piliers du régime nazi, je pense qu'il était numéro 4 ou quelque chose comme ça. Le truc, c'est que effectivement, le psychologue a étudié son cas, et contrairement à toutes les attentes, il n'a pas mis de mots d'une pathologie en fait sur ce pauvre type. Il faisait même preuve de sympathie vis-à-vis du psychologue, il était très avenant. En revanche, ce que ça a permis de montrer, c'est que Hermann Göring avait un QI de 138. 138, je ne sais pas si vous figurez, mais c'est une personne qui a des facilités cognitives extrêmement élevées. Je n'aime pas trop parler d'intelligence, mais je pense qu'on peut parler de facilités cognitives extrêmement élevées. Ce n'est pas beaucoup de personnes dans la population qui a une telle facilité cognitive. Et quand je vous dis ça, 138 de QI, hein, c'était la 3e personne la plus intelligente à ce procès. Ça tournait autour de 140, parmi les 3 personnes les plus intelligentes. Et parmi les personnes inculpées, globalement, l'intelligence, la facilité cognitive était certes très présente. Résultat, en fait, ce sont quand même des personnes ordinaires assez intelligentes qui ont commis ces monstruosités qu'on connaît. Alors, on m'a parlé d'Hannah Arendt, je n'ai pas lu, mais si des personnes nous connaissent et veulent argumenter sur le sujet, on pourra en parler ensuite. Je laisserai un temps de questions-réponses. Pourquoi j'en parle? Parce que mon point, c'est de ne surtout pas sous-estimer l'extrême droite, le camp adverse. La première chose qu'on fait quand on donne la parole à l'extrême droite, c'est rendre visibles ses idées en premier lieu. Et bon, je me permets aussi, le libre marché des idées est un mythe. L'idée de pouvoir faire un contradictoire avec des personnes qui déblatèrent des ignominies d'extrême droite comme Trump ou le Rassemblement national, ça ne marche pas. C'est donner en premier lieu un potentiel électoral. Je vous donne comme référence, pour creuser le sujet, déjà un essai d'une personne
Nicolas Galita, qui justement revient aussi sur le procès de Nuremberg pour dire qu'il ne faut surtout pas sous-estimer les personnes avec qui on débat quand ce sont des personnes d'extrême droite. Et pourquoi il ne faut pas donner la parole en premier lieu. Et en dessous, je vais me décaler, pardon. Une vidéo que vous pouvez trouver sur notre plateforme, qui est une vidéo d'un vidéaste Philoxime, qui parle de philosophie, politique, éthique, et un peu d'écologie, l'air de rien, qui pose la question de est-ce que le cordon sanitaire, c'est la solution contre l'extrême droite? En prenant le cas intéressant qui est la Belgique francophone. Je vous invite à aller regarder cette vidéo, elle est extrêmement intéressante, et même la vidéo précédente qui propose une définition de l'extrême droite. C'est extrêmement intéressant, l'étude de cas de la Belgique wallonne. Et pour rien vous cacher et pour ne pas vous trop vous spoiler, ouais, le cordon sanitaire, c'était un outil qui marche en Belgique francophone en l'occurrence, et semble être plutôt une bonne solution. Maintenant, je vous propose en fait, comme autre axe, une analyse des médias et du récit collectif, avec deux cas. Premièrement, le meurtre d'un certain Thomas à Crépol. On en a tous entendu parler, hein, c'est un drame, une tragédie, et évidemment un meurtre, il ne faut pas mettre les mots dessus. Alors, je mets cette photo, je présume rien de... Je ne sais pas dans quel cadre elle a été faite, j'admets, je n'ai pas creusé. C'est peut-être juste une marche blanche. Mais là où je veux ce que je veux absolument évoquer avec vous, c'est le traitement médiatique qui a eu lieu. J'admets, je n'ai pas la télévision, mais j'ai pu regarder un peu comment tout ça a été tourné dans le traitement de l'actualité. Et le problème, c'est que, en fait, il n'y a pas eu de possibilité de faire un journalisme de terrain, de creuser ce qui s'est réellement passé sur le temps long. À l'heure actuelle, l'affaire Thomas de Crépol, de ce que j'ai lu sur Wikipédia vendredi dernier, ça semble encore assez flou. Ce qu'on sait, c'est que c'était une rixe qui a dégénéré avec l'aboutissement qu'on connaît et d'autres blessés. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça a commencé notamment avec le tempo donné par l'extrême droite pour servir son propre agenda, notamment CNews, de Bolloré, etc. Et tout ça, évidemment, ce n'est pas innocent. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un agenda qui est raciste. Ils ont entendu, ils ont vu que c'était des personnes impliquées qui étaient racisées de Romans-sur-Isère. Résultat, il n'y a pas eu un journalisme de terrain, un traitement approfondi du sujet. Et il y a eu des ratonnades à Romans-sur-Isère. Et l'autre axe aussi, c'est Jordan Bardella avec une idée assez autoritaire qu'il a de lui-même, une volonté de se mettre beaucoup en avant, un certain individualisme. Tout ça pour dire que je pense que c'est aux antipodes de ce qu'on peut envisager dans le logiciel libre. Le logiciel libre, si je reviens un petit peu sur ce que je disais précédemment, le truc important, c'est, selon moi, la visée politique de créer une société de partage, tout simplement. Ce n'est pas compatible avec l'idée de vouloir mettre un antagonisme nativiste, un racisme. Le logiciel libre, si on l'isole du reste du monde, n'a pas de sens. C'est une co-construction internationale, quelles que soient les origines, quel que soit le genre de la personne qui édite le logiciel, quelle que soit sa supposée race, son origine, en fait. Je parle de race, mais c'est une race sociologique, excusez-moi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut franchement faire preuve de tolérance pour travailler dans le logiciel libre. C'est ça qui fait qu'on peut marcher. Je ne sais pas si vous avez entendu hier Jean-Baptiste Kempf qui parlait justement de la nécessité d'être intolérant vis-à-vis des intolérants. En réalité, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Popper. Le paradoxe de Popper énonce que dans une société tolérante, être tolérant vis-à-vis des intolérants va nous mener à une
en fait, la prise de pouvoir par ces personnes-là. Et donc, du coup, de revenir à une société intolérante. La réponse que moi je vois à ce paradoxe, c'est celle d'un contrat social. C'est-à-dire, une personne intolérante ne veut pas, en l'occurrence, correspondre à ce contrat social, ne veut pas se conformer. Donc, en l'occurrence, si elle veut nous priver de sa liberté d'expression, par exemple en proférant des idées nazies, en faisant une manifestation nazie dans la rue, elle doit être interdite, sans forme de procès. Là où il y a encore une petite question politique aussi dans le logiciel libre, et qui me semble, voilà, dans une société d'extrême droite possiblement mise en danger, c'est celle du fait divers. Là où c'est beau dans le fait divers, c'est l'idée effectivement que c'est un logiciel libre, mais surtout la décentralisation qui n'est pas au service d'une seule personne. Twitter a été racheté par Elon Musk, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est via ce canal qu'Elon Musk a proféré, a eu une audience énorme pour en fait propager des fausses informations. Mon propos, c'est que avec un service décentralisé, cela ne peut pas arriver. Et surtout, ça a donné la possibilité pour les gens de fuir Twitter au profit de cette alternative-là, justement parce que c'est une solution, Mastodon, qui ne peut pas être acquise par une personne avec l'agenda qui est le sien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, Mastodon, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'était dans la mascotte du poulpe et du mammouth qui s'embrassaient, c'était le fameux mammouth. Je prends l'exemple de Mastodon, mais ça marche aussi pour plein d'autres solutions que j'énumère ici. Pleroma, Peertube, Castopod, qui est aussi une solution de podcast. Les usages sont très variés. On peut même faire du blogging dans le cadre du fait divers. Un autre exemple, pour bien montrer que en fait, le logiciel libre, c'est une militance politique. On est au Capitole du Libre. J'ai vu plein de t-shirts avec la quadrature du net imprimée dessus. La quadrature du net, qu'est-ce qu'elle fait si ce n'est lutter contre un état de surveillance pour protéger les libertés, pour protéger la vie privée de tout le monde. Justement, dans un régime d'extrême droite, est-ce que le travail que fait la quadrature serait toujours permis ? Je ne pense pas. D'où l'idée que, pour moi, il faut vraiment qu'il y a la nécessité d'action politique, ce que je vous disais au préalable en préambule. J'ai envie d'enfoncer le clou autour de la question du libre et que c'est vraiment un mouvement politique. Public Money, Public Code. C'est une initiative de la FSE qui consiste à dire l'argent public doit financer des communs, des logiciels libres. On ne peut pas permettre à des contribuables de financer des logiciels propriétaires. Il faut qu'il y ait une nécessité de transparence et tant qu'à faire, une nécessité de collaboration internationale. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment des idées d'extrême droite. J'avance un peu pour essayer de vous donner un peu plus la parole à la fin. Public Money, Public Science. Ça, c'est ce que moi, je transpose justement pour en revenir à la question de l'esprit critique et de la méthodologie scientifique. Ça ne vous parle peut-être pas à beaucoup de monde ici, mais quand un chercheur publie dans une revue l'article que lui a rédigé, il doit passer par une revue scientifique d'une certaine renommée, hein. Ça peut être n'importe quelle revue, mais il y a cette nécessité-là. Et généralement, ce que font les revues, c'est qu'elles réclament de l'argent à l'auteur. Déjà d'une part. D'autre part, quand c'est publié, alors il y a la revue par les pairs en plus, les pairs font ça de manière généralement bénévole, donc bénéf pour les personnes qui travaillent dans ces revues. Mais en plus, les gens, pour consulter ces articles scientifiques, doivent payer, n'ont pas accès en fait à ces articles. Je rappelle, hein, c'est des articles payés par la plupart du temps par les contribuables.
je trouve ça, comment dire, je ne pense pas qu'on puisse faire preuve, être dans une société où on promet l'esprit critique en admettant ce fonctionnement que j'appellerais assez mafieux, en fait. Et je pense qu'il faut que nous, collectivement, on supporte l'initiative qu'on appelle l'open science, l'open access, pardon, qui consiste à réclamer que quand on finance en fait des publications scientifiques, quelles qu'elles soient, elles doivent être absolument publiées. Et en attendant, publiées et gratuitement, hein. Justement pour aiguiser son esprit critique. Et en attendant, bon, il existe Sci-Hub. Sci-Hub, pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est un site internet, enfin plusieurs sites internet où les publications scientifiques sont téléchargeables, alors j'ai envie de dire illégalement. En France, c'est interdit, mais bon, si vous voulez essayer quand même d'y avoir accès, vous pouvez peut-être aller voir les FAI associatifs. Je mets un gros si. Bref, pour moi, justement, Internet a été quand même et est une superbe opportunité pour créer un commun, des ressources communes et pouvoir aiguiser son esprit critique. Sci-Hub, l'air de rien, le gros avantage, c'est que à portée de main, je ne vous dis pas d'y aller, hein. Mais à portée de main, on peut avoir accès à des publications scientifiques, sans se déplacer de chez soi, sans aller regarder à quelle revue, faire les références, etc. Moi, je trouve ça génial. On a envie dans une ère, j'ai envie de dire formidable, mais bon, j'ai quand même envie de relativiser ça. 1, 2, 3, oui, c'est bon. Mais Internet, pour moi, est quand même une superbe opportunité et qu'il faut défendre. Mais évidemment, tout ça est nécessaire, mais pas suffisant. Et tout ce que je viens de vous présenter, il faut le préserver. Et là, je vous donne quelques pistes de réflexion pour envisager une lutte. Premièrement, j'ai envie d'insister, j'ai envie de combattre le sentiment d'inanité. Déjà, je pense qu'on vit dans une société, bizarrement, sur le temps long, hein, je ne parle pas de ce qui se passe actuellement, de l'actualité, mais on n'a jamais vécu dans une société aussi tolérante, j'ai l'impression. Effectivement, je vous fais référence, alors honte à moi, la ressource que je vous présente là, je n'ai pas lu, ce n'est pas un bouquin que j'ai encore lu, je l'ai acheté avant-hier pour ainsi dire, mais vous pouvez trouver des articles sur des journaux ou sur YouTube, et en plus, honte à moi, je fais référence à YouTube, de cet auteur qui est Vincent Tiberi. Et il précise ça, c'est que dans les années 80, je prends un exemple au hasard, mais il y en a plein d'autres, l'homosexualité était vue comme une pathologie sexuelle pour 4 personnes sur 5. Une personne sur 5 seulement voyait ça comme étant une sexualité normale, comme une autre. De nos jours, c'est le ratio inverse. Je crois, dans mes souvenirs, que c'est 90% des gens qui admettent que c'est une sexualité comme une autre. Pas seulement la nouvelle génération admet ça, mais aussi les personnes qui vivaient en ce temps-là aussi. C'est ça que ça veut dire. Je pourrais parler aussi du racisme et tout un tas de sujets de l'antisémitisme. Évidemment, ce que je veux dire, c'est que tout ça est encore fragile. Passer à un régime d'extrême droite voudrait dire peut-être perdre beaucoup d'acquis, voire de régresser drastiquement. Mais gardons quand même ce fait-là dans nos têtes pour ne pas perdre espoir. J'ai envie de dire, il y a aussi la nécessité d'occuper l'espace public. Là, je donne un peu mon avis. J'étais contre la réforme des retraites. Je pense que le gouvernement a fait quelque chose contre l'avis du peuple, hein. Il y avait beaucoup de gens qui étaient contre cette réforme et on pourrait voir le verre à moitié vide. Moi, je le vois à moitié plein. Les mensonges du gouvernement, c'est mon avis, mais pour moi, c'est vraiment des mensonges, n'a pas atteint la population. Ça veut dire que les gens se sont quand même posé des questions, ont aiguisé leur esprit critique, ont écouté des personnes qui ont donné un contre-discours au discours officiel et se sont mobilisés. Il y a eu plusieurs millions de personnes dans la rue pour manifester. C'était un mouvement social historique.
Donc, bon, on pourra en discuter si vous voulez, mais je pense que c'est important de garder ça en tête. L'air de rien, il y a quand même une forte mobilisation. Et c'est important de pouvoir se dire on a le droit de manifester. Et je pense que c'est beaucoup de gens qui se sont appropriés cela. Bon, évidemment, s'engager dans des collectifs, des associations, des syndicats. Vincent Tibéry insiste beaucoup là-dessus, il faut créer du nous pour arriver à une société tolérante. Je passe vite fait, excusez-moi. Et comment on est au Capitole du Libre, un projet cool que j'ai découvert hier qui s'appelle Contribule. Je me permets de leur faire la pub. Si vous voulez vous engager dans des projets libres, ben, il existe ça, quelle que soit votre affinité, si vous voulez faire du développement, si vous voulez faire du design, si vous voulez faire de la localisation. Et dans le libre ou des fois à des fins... parce que, comme je disais, c'est des projets libres mais, ou sympathisants du libre qui y sont. Ben, vous pouvez regarder ce que des projets attendent comme contributeurs et contributrices. Et l'air de rien, il y en a quand même pas mal. Et si vous avez un projet et que vous voulez, ça vous semble important de pouvoir demander des contributions, vous pouvez vous inscrire également ici. C'est à la fois pour demander de l'aide et pour participer en fait, à des projets libres. Et aussi, et j'insiste très bien là-dessus, soutenir la presse indépendante. Bolloré, on n'en fait pas mystère, il n'en fait pas mystère, il a son agenda politique, il a changé drastiquement le journalisme dans les rédactions. Europe 1, c'est devenu Radio Bolloré, alors que bon, c'était pas ça, et il y avait du journalisme avec lequel on peut être d'accord ou pas, mais du journalisme quand même, il y a quelques années, là, c'est combat plus du tout du journalisme. Le JDD, CNews, il met en marche en fait la rédaction pour son agenda à lui. Et je pense que contre ça, il faut soutenir la presse indépendante et avoir un discours, comme je disais, qui ne fasse pas écho à l'actualité, mais creuser un sujet sur le temps long et avec un travail assez pointu. Et je termine là-dessus. Il faut rester vigilant. Je vous mets en lien en fait une interview d'Anna Colin-Lebedev, une spécialiste de l'histoire post-soviétique, qui explique comment le régime de Poutine s'est installé. Ça n'a pas été spectaculaire. Toute la particularité de ce qui s'est passé en Russie, c'est que ça s'est installé très progressivement. Il a fait d'abord en sorte de fragiliser les institutions, de dépolitiser en fait la population, de la faire se désintéresser de ce que fait Poutine. Il y avait un contrat social en fait entre guillemets tacite, c'est celui de dire occupez-vous de vos oignons, donnez-nous en fait le pouvoir entre guillemets, posez une bulletin dans l'urne et nous on s'occupe du reste, on s'occupe d'une économie entre guillemets florissante. Et c'est vrai qu'à un moment où Poutine a pris le pouvoir, il y avait une crise économique qui s'est résorbée. Mais il en a profité pour, entre guillemets, installer son pouvoir très progressivement, de manière très insidieuse, avec tout ce que Anna Colin-Lebedev en fait, dit dans son interview et dans un bouquin que je recommande, qui s'appelle Russie-Ukraine, frères ennemis. Et pour terminer, évidemment, je vous rappelle que nous sommes l'association Skepticon, une plateforme alternative, plutôt une association à but non lucratif promouvant l'esprit critique et la méthodologie scientifique sur une plateforme vidéo qui s'appelle Peertube. Voilà, merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste 6 minutes. Bonjour et merci beaucoup pour cette présentation qui était vraiment très intéressante et riche. J'avais envie de revenir sur 2-3 points, si c'est OK, que tu avais soulevés. Tu avais parlé du moment où, à un moment de l'extrême droite, du fait que le débat contradictoire n'était pas possible et que l'extrême droite se fout des faits. Et je suis à 100% d'accord avec ça, évidemment. Et je me dis qu'un truc qui pourrait être intéressant à préciser, c'est qu'en fait, si on raisonne en termes de système de domination,
En fait, les gens de l'extrême droite bénéficient énormément des systèmes de domination. Ils veulent en bénéficier et en fait, ils refusent de les remettre en compte et c'est notamment pour ça qu'ils se foutent des faits. Parce qu'en fait, oui, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est la domination, c'est dominer les autres, hiérarchiser la société pour être au-dessus des autres. Et on peut se dire, mais c'est idiot, mais pourquoi des prolétaires, pourquoi des gens qui sont tout en bas soutiennent malgré tout ça? C'est une croyance typiquement fasciste, en fait, qui fait que justement en hiérarchisant, en créant des systèmes d'oppression, en les soutenant, on va créer une classe encore plus basse que la nôtre et on va pouvoir être les micro-dominants des encore plus dominés. Alors tous les systèmes d'oppression, ça peut être le racisme, évidemment, le patriarcat, évidemment, mais aussi le validisme. Il y en a tellement. Vous les connaissez probablement. Et du coup, voilà, j'avais juste envie de spécifier ça et deux, trois autres petits trucs. Oui, et du coup, c'est pour ça que, en fait, les nazis, bah, ouais, c'est très compliqué de discuter avec, mais du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas discuter avec. Comme tu parlais de cordon sanitaire, merci. Et j'ai même envie de dire, là, c'est compliqué des fois, parce que justement, c'est difficile de faire distinction entre des gens qui sont confus et des gens qui sont des fascistes convaincus. Et souvent, les fascistes convaincus se masquent en confus, en utilisant un petit peu des dog whistles pour se reconnaître entre eux, des trucs comme ça, des mots un petit peu... C'est compliqué. Les confus, il y a moyen de discuter avec, même si c'est dur. Les fascistes convaincus, il ne faut même pas essayer. Voilà. Ah oui, je voulais revenir sur un autre petit truc, quand tu parlais du QI pour Göring. Le QI, il faut se méfier, à mon sens, dans le sens où c'est un outil qui a été créé justement pour dominer. C'est un outil de domination en fait qui a été conçu pour faire prévaloir les personnes qui sont basiquement les bourgeois blancs. La façon dont il est structuré, il est très raciste, il est très dans la façon dont les questions sont faites, etc. Et du coup, c'est pas étonnant qu'en fait Göring ait eu un excellent score de QI à cause de ça. Et aussi, je dirais, faire gaffe à réfléchir en termes de psychologisation et politisation, faire très très gaffe à ça. Parce qu'en fait, les personnes psychiatrisées et psychologisées ont... Enfin, comment dire, c'est des questions politiques, c'est pas des questions neurologiques, psychologiques, etc. De ne pas jeter les personnes psychiatrisées sous le bus. Et en plus du fait d'être complètement dépolitisant, alors qu'on parle vraiment de politique. Et voilà. Et désolé, je parle beaucoup. Et une dernière chose, juste sur la tolérance, quand on dit qu'il faut une société tolérante, j'avoue que moi, ça me pose un peu problème dans le sens où je me dis, je pense que les femmes n'ont pas envie d'entendre qu'on les tolère dans les milieux. Je pense que les personnes noires n'ont pas envie d'entendre qu'on les tolère. Je pense qu'elles ont envie d'être incluses. Et la tolérance, c'est un peu... Enfin, dire, la tolérance des personnes qui sont dans un système de domination, ouais, en gros, sont... Comment dire, elles ont envie d'être incluses, mais les dominantes, ouais, c'est l'apanage des dominants, en fait, la tolérance, dans ce sens-là. On conçoit clair, on parle de tolérance envers les personnes dominées, pas les personnes qui écrasent. J'ai fini, désolé. Pas de souci. Alors, il y a beaucoup de choses, et j'ai plutôt envie de donner la parole à d'autres personnes, et effectivement, il y a des points que vous évoquez, et avec lesquels je suis en accord total. Je parlerai aussi de producérisme, je balance le nom, et je suis désolé, je ne peux pas l'évoquer, qui est un producérisme. Jetez un œil, c'est assez intéressant comme une analyse, il y a Michel PR qui en parle. Et beaucoup de choses à dire, mais je suis désolé, je dois donner la parole à d'autres personnes. Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une petite question sur quel était ton avis des stratégies que nos collectifs et nos projets doivent adapter vis-à-vis de l'entrisme. C'est-à-dire un peu la tactique de l'extrême droite de se déguiser en apolitique, de venir contribuer juste du point de vue technique et de s'intégrer en fait à des projets qui n'ont pas nécessairement de portée politique et un petit peu de les dévoyer de l'intérieur. Merci. C'est une excellente question. Vous êtes dans un... Enfin, je vous l'ai dit, hein, je suis ingénieur en informatique, je m'intéresse à la question, je ne suis absolument pas expert et j'imagine qu'il y a plein de réponses et des réponses beaucoup plus éclairées que celles que je vais apporter. Un élément de réponse que je peux vous dire à mon niveau, mais en tant que père, c'est peut-être installer un contre-discours. Déjà, empêcher la venue des personnes avec un discours un peu réactionnaire. Ça passe aussi par, on va dire, une ambiance inclusive, ça c'est important. Et de toute manière, je vais faire une vanne, mais, enfin pas une vanne, mais une anecdote. Nous, Skepticon, on a mis nos statuts et nos règlements intérieurs, chartes, en écriture inclusive. Bon,
Je crois que ça peut faire fuir quelques personnes qui auraient des idées réac. C'est le petit genre de truc qui peut aider et permettre d'installer, on va dire, cette ambiance que je vous décris. Merci. J'ai vécu cette conférence comme, dans une certaine mesure, un sprint à travers des portes ouvertes pour moi, parce qu'on est d'accord, donc je trouve ça très bien. Merci beaucoup d'avoir fait cette présentation. Donc je vais me concentrer sur les quelques points sur lesquels je ne suis pas d'accord, ou plutôt un en particulier, qui est quand tu évoquais le côté s'en foutre des faits. Je vais mettre des mots dans ta bouche que tu n'as pas dit, mais ça fait un peu les leaders, ils sont intelligents, ils ont des gros QI, et donc eux, ils sont intelligents, ils savent les faits, et la base, ils se foutent des faits, ils sont cons, entre guillemets. Je pense que ça peut être vécu comme ça, et je pense qu'il faut faire attention. Je pense que peut-être ils se foutent des faits, mais eux pensent, enfin, pour avoir discuté, membres de famille classiques, fachos, machin, etc., eux vont avoir une prétention aux faits. Je ne dis pas qu'ils s'intéressent sincèrement aux faits, qu'ils se remettent en question, mais il ne faut pas croire qu'ils s'en foutent. Ils ont l'impression d'en avoir quelque chose à faire des faits. Et typiquement, je pense que la plupart des électeurs de Trump savent que c'est un mec complètement lunaire, du moins dans sa personnalité publique. Mais il y a derrière tout le problème de système électoral, etc., qui fait qu'en fait, je pense que si on leur avait donné le choix entre Trump et quelqu'un qui proposait la même politique, mais en ayant l'air moins complètement débile, ils auraient préféré une option tierce. Donc je pense qu'il faut peut-être faire un peu attention à ça. Et ensuite, pour répondre au côté plus en lien avec le logiciel libre, entrisme, etc., moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est les gens qui essayent de proposer des licences pas simplement libres, mais des licences politiques. C'est-à-dire de s'écarter du logiciel libre de puriste, qui dit que le logiciel libre est à tout le monde et qui, pour moi, correspond à « on tolère, y compris les intolérants », et de faire du logiciel avec des licences politiques, qui est de dire « moi, j'ai fait ce logiciel », pour qu'il soit utilisé, réutilisé, modifié par des personnes qui veulent que ce soit inclusif pour tout le monde. Et je ne veux pas que mon logiciel soit utilisé et réutilisé par des fachos. Ça pose la question de comment après enforcer ce genre de licence d'un point de vue légal, mais ça me semble intéressant comme chemin à suivre. Je te remercie pour ta première remarque. Effectivement, la dernière chose que je veux faire, c'est prendre l'électorat d'extrême droite pour des personnes débiles. En tout cas, ça permet de clarifier ce point et je tenais à le préciser.